nous voilà avec notre deuxième présentatrice, c'est Lisa Amar, qui est étudiante au doctorat en littérature à l'UQAM. Le fun fact de Lisa, elle est née le 1er novembre 1997, même anniversaire que la libération algérienne, dont la révolution a commencé le 1er novembre 1954. Hasard? On ne le pense pas. Donc, elle nous présente aujourd'hui Le poète est un voyou, poésie et lutte sociale. On l'applaudit. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Au fond, on m'entend bien, ça va? Oui. Ok, super. Alors, donc, le poète est un voyou, poésie et lutte sociale. Donc, ça, le poète est un voyou, entre guillemets, parce que c'est une citation que j'ai trouvée dans l'épigraphe de cette note des éditeurs d'un livre que j'ai ramené ici. Donc, c'est Juste au-dessus du silence de Anna Grecki. Vous pourrez le consulter après si vous voulez. Et donc là, le poète est un voyou, ça renvoie à des voyous au sens littéral, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la prison, etc. Mais moi, on ne va pas parler de ça, enfin, un petit peu, mais pas uniquement. Alors ça, c'est moi et Mehdi. Alors ça, c'est Mehdi et moi. Mehdi, c'est un rappeur français pour les personnes qui ne connaissent pas. J'avais 18 ans, donc il ne faut pas juger. Et ça, c'est une photo de... Ça, c'est une photo de mon mémoire et moi, parce que ouais, j'ai fait un selfie avec mon mémoire, parce que je suis trop fière de moi. Et donc si j'ai mis ça, c'est parce que, enfin, vous raconter un peu déjà comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que je fais en littérature. Moi-même, des fois, je me le demande. Mais en fait, c'est parce que j'ai toujours été très fan de rap, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et donc, je me suis naturellement... Enfin, non, en fait, je me suis dirigée vers les études de lettres, parce que j'étais genre, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et ensuite, j'ai bien aimé. Et ensuite, je me suis spécialisée très naturellement en poésie. Et c'est qu'après que je me suis dit, mais c'est peut-être lié au fait que tu sois fan de rap à la base. Donc, j'ai créé un mémoire en partie sur le rap. Et c'est pour ça que j'ai initié mon mémoire. Et voilà, c'est juste pour raconter ma vie. Mais en fait, on associe beaucoup, enfin, c'est aussi parce qu'on associe beaucoup la poésie à un truc très amoureux. Donc, la poésie, c'est le lyrisme, c'est les histoires d'amour. C'est pour, tu sais, ton ex, il t'a envoyé un message, du coup, t'es pas bien, tu lis des poèmes, machin, c'est toxique. Enfin, vous voyez l'énergie. Et moi, c'est pas du tout ma conception de la poésie. Et surtout, je sais qu'il y en a d'autres, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, la poésie. Et il y a des choses qui sont un peu plus sérieuses, un peu plus intéressantes. Enfin, moi aussi, je dis la poésie amoureuse, ne vous inquiétez pas, mais là, c'est pas... l'idée, c'est aussi de sortir un petit peu de ce truc-là. Surtout que dans la poésie amoureuse, la femme, c'est un peu genre la muse du poète, elle inspire, mais genre, elle n'écrit pas de poésie, elle n'a rien à dire. Et quand elle a quelque chose à dire, c'est forcément ça s'adresse au poète. Et moi, ça me fatigue un peu cette conception des choses. Donc, d'où mon sujet, en fait. Et donc, de quoi parle-t-on? Enfin, de quelle poésie parle-t-on, surtout? Donc là, je vous présenterai quelques poétesses que j'aime beaucoup. Et ensuite, je vous présenterai quelques réflexions générales. Je poserai quelques questions sur ce qu'on aura vu ensemble. Donc là, c'est Anna Grecki, donc, qui est une poétesse algérienne, communiste, qui est engagée au sein du Front de libération nationale pendant la guerre de libération algérienne. Et donc, elle a été éditée très récemment, en fait, aux éditions Terra, donc une maison d'édition tunisienne qui a vocation à remettre à jour un petit peu ce genre de poétesse qu'on ne valorise pas forcément dans l'histoire littéraire. Et donc là, on a un extrait de son poème « J'écris pour nous ». Je vais vous le lire parce que je suis gentille. Je ne mens pas, je dis la vérité, qui n'est pas faite de pain béni et de fraîche, mais de franchise avec mes camarades, d'intelligence de corps avec mes camarades. Nous savons la valeur de la violence, nous voilà durs avec nous-mêmes, durs, car nous savons le prix de la tendresse et qu'elle se gagne et qu'elle se paie. Donc on remarque le vocabulaire communiste, hein, mes camarades, on remarque aussi qu'elle ne parle pas du tout de mec, mais elle est dans d'autres thématiques. Donc elle écrivait quand elle était emprisonnée, donc en tant que prisonnière politique. Alors ensuite, c'est qui Alice? Donc ça, c'est une poétesse française que j'aime beaucoup. Donc poétesse afroféministe. Et là, son poème, c'est Âme afropéenne. J'ai mis un petit extrait. Assimilation, dissolution. Dans mon âme retentit une explosion, un cri fissure le létau. Ma peau scande le mot afro. Nos bouches chantent les gloires de nos aïeux pour laver tous ces esprits creux. Ça, c'est Soie de la Bise. Alors, Soie de la Bise, c'est une poétesse, romancière, etc. Franco-algérienne. Et là, je vous ai mis un poème de son dernier peu qu'elle a publié, Je franchis les barbelés. Toi, Cosette, moi, Gavroche, au jeu de récréation, les misérables c'était nous, en classe de français, nous annoncions ton nom, liberté, sur le cahier d'écolière.
Ni Hugo, ni Éluard n'ont écrit un seul mot pour nous autres, poussière de colonisés. Lisette Lambé. Donc, elle, c'est une poétesse, performeuse et plein d'autres choses, une artiste incroyable, qui est belgo-congolaise. Et là, je vous ai mis un extrait du poème Cycloparade. Voilà ce que je verrai. Un majestueux animal collectif, un gigantesque poisson aux écailles métalliques, avec chaque écaille femme, chaque écaille fille, chaque écaille mère, armée à sa manière pour riposter contre la violence du système. Alors, on peut se demander pourquoi on n'écrit pas des poésies pour parler de fleurs et de papillons, et à côté, on fait de la politique, on est engagé en politique. Pourquoi on fait de la poésie et de la politique ensemble? Pourquoi on parle de politique dans la poésie? J'ai quelques petites pistes de réponses. Alors, déjà, peut-être pour proposer une autre vision du monde. Alors, qu'est-ce que j'entends par autre vision du monde? Là, j'ai une citation de Bell Hooks qui dit « Le pouvoir de cette parole n'est pas seulement de permettre la résistance à la suprématie blanche, mais aussi de bâtir un espace pour la production culturelle et les épistémologies alternatives, c'est-à-dire pour d'autres formes de pensée et de connaissances indispensables pour créer une vision du monde contre-hégémonique. » Donc là, ce qui nous intéresse, c'est créer une vision du monde contre-hégémonique et les productions culturelles, parce qu'on est dans la production culturelle pour la poésie. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une vision du monde contre-hégémonique? C'est tout simplement une vision du monde qui va à rebours des normes dominantes et de la vision du monde qu'on nous présente tout le temps, en fait. Donc, proposer un autre regard sur le monde que le dominant, j'entends, bien sûr. Autre piste, peut-être pour transmettre. Et là, je vous renvoie donc au poème à l'extrait de poème qu'on avait lu de Lisette Lambé, Cycloparade. Donc ici, c'est une capture d'écran en fait du site de la Cycloparade, en fait, qui est une manifestation féministe à Liège qui a lieu tous les ans, donc le 8 mars. Là, vous avez celle du non, là, c'est Cycloparade du mars 2023, parce que la 2022 vient de passer, et que j'ai fait la capture d'écran après. Mais donc, ça renvoie en fait à une vraie manifestation. Et je pense qu'il y a là, dans la poésie, une forme d'écho à des choses, des actions politiques qui ont lieu dans la vie réelle, entre guillemets. Et je pense que c'est hyper important, c'est ce qui permet aussi de transmettre certaines choses qui sont passées et certaines choses qui se passent, sachant qu'aussi dans les recueils que je vous ai présentés, en fait, les figures maternelles sont extrêmement importantes. Figures maternelles, mais plus largement les aïeux et les aïeules. Et je pense que c'est aussi parce que la poésie vient être un lieu de transmission d'histoire, d'histoire avec un S au pluriel, qui généralement, en fait, on ne transmet pas assez, ou parfois on a du mal à les transmettre pour plein de raisons. Et ensuite, peut-être dans un but thérapeutique par la transformation du langage et la fédération. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Là, je vous ai mis quelques citations qui me parlent beaucoup. Donc là, la première, c'est de Mahmoud Darwish, qui est un auteur palestinien, poète palestinien. Donc lui, c'est un voyou, par contre. J'aime la poésie parce qu'elle me fait don d'une force, même fictive. Pourquoi le geôlier ne chante-t-il pas? Le captif chante parce qu'il est seul avec lui-même, alors que le geôlier n'existe qu'avec l'autre qu'il garde. À méditer. Alors, je vous ai mis une citation de Fahima Manzorkan, qui est une poétesse britannique que j'aime beaucoup aussi, très engagée aussi, mais plus contemporaine, elle, donc vous la trouvez sur Instagram. Mais sérieusement, enfin, tu publies des poèmes sur Instagram, allez voir. Mais donc, je vous ai mis une citation dans ces poèmes. Sometimes a poem is not enough because it is only words, and sometimes a poem is too much because it is words, but it is so much to exist outside their mouth. Donc il y a vraiment ce truc d'exister en fait ailleurs que dans la représentation, dans le discours dominant. Et donc là, je pense qu'à l'échelle du poète, il y a vraiment un truc thérapeutique qui se joue en fait, genre reprendre le contrôle sur soi, etc. Et enfin, là, je vous ai mis un truc un petit peu plus relou, on va dire. C'est la valeur transitive de la voix. Ça, c'est toute la théorie, mais la valeur transitive de la voix, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, les poétesses dont je vous ai parlé, généralement, c'est des poétesses qui font aussi de la scène. Donc, en fait, on se pose dans des endroits, on les trouve dans des théâtres pour les écouter, etc. Et donc, par la voix, elle crée quelque chose qui relève de la transmission et du partage. Il y a un moment collectif qui se fait. Et donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'hyper important. Donc, au niveau collectif aussi, en termes de transmission et de partage, parce que là, on est vraiment dans la fédération, on se retrouve tout dans le même endroit, et qu'on fait le même moment, etc., etc. Mais on verra que ça va un peu plus loin que ça. Et là, vous allez me dire, ok, c'est super, c'est génial. Par contre, en fait, pour enclencher des changements politiques, généralement, il faut un rapport de force. Là, je suis un peu un marxiste, mais il faut un rapport de force. Il faut en fait rejoindre une regard politique. Il faut vraiment créer un contre-pouvoir pour, faut de la politique, en fait. Faut faire de la politique, en fait, tout simplement, pas des poèmes.
Et c'est vrai, en fait. Donc, la poésie peut-elle pallier les injustices et les rapports d'exploitation, et j'insiste sur exploitation et de domination qui régissent notre société et le monde, comme dans un rapport de force qui est matériel? Qu'est-ce que peut la poésie, en fait? C'est une fausse question, en fait. Je pose la question pour dire que la question est nulle. C'est-à-dire que c'est pas le projet. En fait, la poésie n'est pas là pour changer le monde de cette manière, en fait. Elle ne veut pas se substituer, elle ne veut pas être là à la place de la politique et de l'engagement politique. Mais elle peut faire autre chose. Mais par la poésie, ils peuvent tuer le résistant. Non. Mais pas la résistance. Mais par la résistance. Oh my God. Ok. Pourquoi je vous ai mis cet extrait de Médine en fait, ce que je trouvais intéressant, le fait qu'ils mettent poète, poésie, résistant et résistance. En fait, il y a vraiment un truc. Je veux dire que dans l'imaginaire collectif, il me semble qu'il y a quelque chose à réactiver. Je dis réactiver parce que je trouve que c'est un peu mort, mais il faut réactiver tout ça. Qui lie la poésie à la résistance, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de poètes résistants. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un gros dossier. Mais voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus, en fait. On dit avec la musique. Aujourd'hui, j'affirme que la musique fait grandir. Pas une manif sans une chanson. Pas de révolution sans sa bande-son. Donc, il a dit. Il a dit pas de révolution sans sa bande-son. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Pas de révolution sans sa bande-son. Moi, j'ai envie de dire pas de révolution sans son poème, en fait. Vous allez voir pourquoi il dit ça. Sujet totalement autre. Enfin, a priori. Là, c'est une photo de la place de la République, le 13 juin 2020, donc Paris. 13 juin 2020, donc c'est une manif contre les violences et les crimes policiers qui avait été organisée par le collectif Justice et Vérité pour Adama. Donc Adama, c'est un homme mort qui a été tué par la police en 2016. En 2016, le jour de ses 24 ans. Et donc, suite à ça, il y a un collectif qui s'est formé et qui lutte en fait pour qu'il y ait un procès équitable autour de cette affaire et plus généralement contre les crimes racistes. D'État, j'entends, les crimes d'État racistes. Et donc, c'est en 2020, donc c'est après la mort de George Floyd aussi, qui était survenu en mai juste avant. Et donc, énorme manifestation. Donc, moi, j'étais près du camion jaune là-bas. C'est vrai en plus. Et en partant de la manif, je suis tombée sur ça. Donc ça, c'est un collage qui a été fait par un groupe afroféministe, donc un groupe de collage afroféministe. Donc elles ont collé plutôt à nos frères tués, à nos humanités révoltées. Et si vous avez bien suivi, je j'étais concentrée, à nos humanités révoltées, c'est le titre du recueil de Kélis, qui est une poétesse afroféministe parisienne. Et après, elles ont publié sur Instagram, elles ont mis un extrait d'un poème de Kélis qui est « Et si ton apparence dérange, colère, c'est bien qu'elle leur rappelle le lent morcellement de leur humanité. » Et donc, moi, là, j'ai une question. Comment on passe d'un recueil de poésie à un slogan sur un mur lors d'une des manifestations les plus importantes de ces dernières années en France, voire même de ces 30 dernières années en France? Je n'ai pas vraiment de question, mais je pense que c'est la vraie question. En tout cas, ce que ça me dit, c'est que l'opposition qu'on réfléchit souvent entre poésie, plus largement peut-être même art et action politique, n'est pas forcément pertinente. Il faut plutôt voir ça comme deux pôles, en fait, qui ne sont pas du tout les mêmes, qui n'aspirent pas aux mêmes objectifs, mais qui finalement peuvent extrêmement bien communiquer ensemble et s'enrichir. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour Lisa, des commentaires, des réflexions? C'est des questions. Oui. La manifestation, c'est quoi, je pense, ouais, en fait, c'était après la mort de George Floyd, donc le 25 mai 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on était en juin. Donc, il y avait, en fait, le collectif Justice et Vérité pour Adama, c'est un peu le plus gros collectif qui lutte contre les crimes policiers en France. Et donc, ils avaient organisé deux manifestations, une le 2 juin devant le tribunal, je ne sais plus le tribunal, bref, une le 2 juin et une autre le 13 juin, donc qui avait rassemblé plus de 80 000 personnes place de la République à Paris. Voilà, donc c'était contre les violences policières et les crimes racistes. Je la répéterai pour les personnes en Zoom. Tu as parlé de la poésie comme étant une solution thérapeutique, si on veut. Tu sais, il y
y a l'art-thérapie. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire s'il y avait de la poésie-thérapie ou je ne sais pas si ça fait partie intégrante de l'art-thérapie en soi. Alors, ta question, c'est est-ce que la poésie fait partie des arts-thérapies en général et est-ce qu'il y a de la poésie-thérapie? Oui, c'est ça, ça existe quelque chose qui existe. Oui, complètement. Ouais. Bah, d'ailleurs, les poétises dont je vous parlais, je sais que le 17 janvier fait pas mal d'ateliers d'écriture. Alors, ce n'est pas forcément dit comme étant poésie-thérapie, mais je pense que c'est un peu ce qui se passe. Kémis aussi fait des ateliers de ce type. Et même si ce n'est pas affiché directement comme étant un moment thérapeutique, mais je sais qu'en vrai, ce qui s'y passe relève un petit peu de la thérapie et parfois même un peu de la thérapie collective. Genre, ça peut être des ateliers entre femmes. Je pense que c'est super intéressant ce genre de moment.